Et ce soir, on va parler de sagesse, de source de sagesse, aller puiser dans la sagesse. Et je sais que c'est pas toujours une valeur ou une qualité qu'on recherche. Des fois, on dit aux enfants surtout d'être sages. Mais souvent, les adultes ne le sont pas du tout. Par contre, ils aiment beaucoup dire aux enfants d'être sages. Et ils vont dire aux enfants, sois sage comme une image. Et la minute d'après, eux, ils vont aller faire la pire bêtise. Mais ça, c'est pas grave. Ça, les adultes ont le droit, mais les enfants, il faut qu'ils soient sages. Et la sagesse des jeunes, c'est en fait, on demande aux jeunes de se taire. La sagesse des adultes, c'est on essaie de dire les bonnes choses. Et là, on appelle ça de la sagesse. Chez les jeunes, un petit enfant sage, c'est bien l'expression, non? Sage comme une image. C'est-à-dire, tais-toi, ne parle pas, sois silencieux comme une image. On ne demande pas aux jeunes d'être sages avec une sagesse philosophique ou spirituelle ou profonde. On leur demande juste d'être sages pour nous. C'est-à-dire, en fait, comment on dit ça, poliment, laisse-moi en paix, pour le dire gentiment. D'un adulte, ensuite, quand on parle de sagesse chez l'adulte, on s'attend au contraire une profondeur, une réflexion, une vue différente de l'esprit aussi. La sagesse est une vue différente de l'esprit. Et moi, j'ai remarqué aussi que lorsqu'on évolue beaucoup en spiritualité, à un moment donné, les gens nous disent « Ah, ben oui, toi, t'es très sage. » Et souvent, les gens associent la sagesse à une forme d'abstinence sociale, émotive, érotique, alcoolique, tout ce qui s'associe des fois à l'âge adulte dont on s'abstient. Et je dis « Ah, ben lui, il est très sage. Hein, Donc, on associe des fois la sagesse à une drôle de dimension qui est simplement une dimension de retenue ou de... Tu te couches tôt, on va dire, ah ben, t'es sage. C'est pas la sagesse d'aller se coucher tôt. C'est pas ça. Mais donc, la sagesse, je pense, est utilisée différemment selon les tranches d'âge et selon les activités de chacun. On s'attend d'un conducteur qui ne boive pas, et on va dire, ben, ça serait très sage si tu pouvais ne pas boire et conduire. Alors, la sagesse peut prendre différents visages. Et comme chaque sujet qu'on aborde les mercredis, je pense que c'est toujours une invitation à chacun d'entre nous, en fait, parce que ça l'est pour moi autant que pour ceux qui écoutent, de se demander dans quelle mesure j'ai utilisé la sagesse et sous quel visage. Quels sont les visages de la sagesse pour moi? Quand était votre dernier acte de sagesse? Essayez de le retrouver. Quand était votre dernière parole de sagesse? Ben, c'est plus action. J'ai aidé ma grand-mère qui a 92 ans. J'ai poussé la chaise. Je lui ai vraiment donné un coup de main pour s'asseoir. J'ai montré mon amour. Est-ce la sagesse ou est-ce la bienveillance? Ah, la bienveillance. D'où la question, quel visage donnons-nous à la sagesse? Comment est-ce qu'on définit la sagesse? Peut-être quand quelqu'un est méchant avec toi, tu le donnes, tu ne fais pas la vengeance, mais tu as un exemple. Ça peut devenir à ce moment-là la tolérance, l'acceptation, la compassion. Il y a beaucoup de formules qui deviennent tout à coup des actes qui ont l'air sages, mais qui sont en fait l'expression d'autres qualités aussi. Je crois que la sagesse, c'est aussi de voir les choses comme elles sont. De voir les choses comme elles sont. Sans artifice, sans se mettre de la poudre aux yeux. Sans artifice, sans poudre aux yeux. Chacun, je pense, définirait la sagesse différemment. Chacun a une relation avec la sagesse qui est différente. Et je pense qu'elle évolue avec le temps et l'âge aussi. Si on demande à un jeune ado de 14 ans d'être sage, ou qu'est-ce que c'est que la sagesse, je ne pense pas que ce sera la même chose si vous demandez à quelqu'un de 90 ans, en lui disant, bon, maintenant, là, qu'est-ce que tu en penses vraiment de la sagesse? Ça évolue, la définition change. La question qu'on devrait se poser, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on a une relation personnelle avec la sagesse? Dans quelle mesure on peut l'identifier comme étant une force, une dynamique, une énergie qu'on a utilisée et qui nous a rendu service? Quand est-ce la dernière fois qu'on a fait appel à la sagesse puis qu'on s'est dit « Ah, je suis très content
d'avoir eu ce petit moment de sagesse. Parce que cette sagesse m'a apporté quelque chose. Au moment que moi, matin, dans ma méditation, ça me connecte avec moi-même parce que la sagesse, pour moi, c'est relié à savoir qui je suis vraiment. À partir de là, il y a une sagesse à se connecter, à aller chercher, à aspirer. C'est dans une méditation, c'est dans le fait de connaître vraiment qui tu es. C'est une sagesse, c'est aussi une forme de spiritualité. C'est aussi, on pourrait définir la spiritualité comme ça aussi. La connaissance de soi, l'expression de soi, en tant qu'esprit, en tant que spirit, en tant que force non simplement physique et limitée dans le nom et la forme. C'est le moment que je reconnais que mon âme il est vieille. C'est pas le gars de 40 ans qui est là, c'est la sagesse qui est là. En français, le mot sage a le mot âge dedans. Donc, c'est pour ça qu'il y a une notion souvent qui a été identifiée à l'idée qu'on... Wisdom, wise. Mais on se demande des fois si on évolue en sagesse à cause du temps. On parle souvent d'un vieux sage. On aime la notion d'être un vieux sage. Moi, quand j'ai commencé dans les Brahma Kumaris, à un moment donné, quand j'étais jeune, en fait, avant d'être spirituel, ma mère était amie avec un baron. Et pour nous, c'était très exotique en France d'avoir encore un baron. Puis c'est très mythique, d'avoir il avait son petit manoir, puis il habitait au bord de la mer. Il y avait des gros chiens, une belle maison. Et on avait le baron, il y avait une marquise. On a connu une marquise. Donc c'est vraiment des trucs, et aujourd'hui, tu te dis... Tu es un baron, toi, comme copain? Non. Mais ça existait encore à l'époque. Et ma mère, on avait... Donc, dans le village, c'était le baron. Et quand on était tout petit, j'avais 5-6 ans quand on allait le voir. Et mes souvenirs étaient fabuleux parce qu'on était impressionnés. Tu sais, le baron, puis il avait une belle petite barbe. Il s'habillait très bien. Il avait un vêtement, je me souviens, long, comme un peu une mini-cape, une espèce de tuxedo, mais velouré, en velours. Et chez lui, ce qui était très bizarre, c'est qu'il avait un siège en plein milieu de la pièce, avec une autre chaise là pour accueillir quelqu'un, puis c'était un immense tapis. Puis on s'assoyait par terre avec les chiens, des grands chiens de luxe à poils longs qui sentaient bon et il nous donnait toujours plein de cadeaux, des bonbons, et j'avais compris que ce monsieur, il travaillait pas. Et moi, je m'étais dit, j'aimerais ça être un baron. Ça, c'est très bien. Tu travailles pas, tu as des beaux chiens, tu fais des cadeaux à tout le monde, tu t'assois en plein milieu de la pièce, tu es super bien habillé, tu as un beau château, puis tu es au bord de la mer. Moi, je veux être baron. Et souvent, quand on me demandait ce que je voulais faire, jeune, c'est vrai, j'ai souvent dit, moi, j'aimerais ça être baron. Elle dit, non, tu peux pas devenir baron comme ça. Je dis, ouais, ma maman a un copain, un baron, il est super bien. Je veux dire, c'était vraiment mon truc. Je voulais devenir baron. Bon, après quelques années... au secondaire et puis à l'université, là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de choix baron. Tu sais, je ne pouvais pas étudier pour être un baron. Et puis, en devenant un peu plus spirituel, j'ai trouvé l'autre formule qui était, j'aimerais ça devenir un vieux sage. Et je me disais que si je pouvais vieillir et atteindre dans un âge plus avancé une très grande sagesse, mais quand j'y pense, il y a 30 ans, la façon dont je définissais la sagesse était vraiment autre chose que ce que j'utiliserais aujourd'hui comme façon de voir la sagesse. Et dans l'étude philosophique du Raja Yoga, de ce qu'on fait ici, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment plusieurs façons d'aborder la sagesse. Et je dirais qu'une approche qui est intéressante, c'est pour moi l'idée que si on arrivait à baisser le volume de tout ce qui est un petit peu ce qu'on pourrait appeler négativité, agressivité, violence, instabilité, insécurité. Si on avait à baisser le volume de tout ce qui vient agresser l'âme, sous toutes sortes de façons, sous toutes sortes de formes différentes, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que la sagesse, ce n'est rien d'autre, pour rejoindre un peu ce que tu disais aussi, ou ce que d'autres disaient, d'être capable de voir les choses telles qu'elles sont, d'exprimer l'âme. Mais pour le faire, il faut être capable de taire
Non pas l'enfant qui veut juste parler et jouer. C'est pas ça, là, être sage. Mais c'est d'être capable de taire ce qui agresse l'âme, ce qui nous irrite, l'espèce de bobo qui fait qu'on a toujours mal, qu'on a toujours un malaise, qu'on est toujours un peu je comprendrais, instable, une mini-agitation. Et dans cet état, je trouve d'agressivité, même subtile, des fois c'est juste une impatience. C'est pas une grande violence. Peut-être d'être impatient, juste il y en a qui font... Puis les autres vont dire, arrête, tu m'énerves. C'est comme... un est impatient, puis il rend les autres super stressés. Et c'est vrai que des fois, là, on est en réunion, puis la pire chose, c'est quand quelqu'un en réunion a vraiment un tic avec son crayon. Tic, 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 tic. Puis il s'en rend pas compte. Puis là, là, moi, je compte les gens qui commencent à tiquer avec le crayon. Et là, tu vois les yeux. Alors là, il y en a un qui parle, puis là, son œil va vers le crayon. Puis là, dans sa tête, c'est peux-tu arrêter? Puis là, la voisine d'à côté, le crayon. Puis là, c'est comme une bombe à retardement. Tu te dis, qui va être le premier à dire au gars, tu peux t'arrêter là-dessus, là, j'en peux plus. Ils s'en rendent pas compte. Et c'est juste un petit crayon, puis il y en a qui ont le tic, ils s'en rendent pas compte. Tic, 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 tic. Puis à la fin de la réunion, là, t'as tout le monde qui est en train de tiquer comme une bombe, puis tu te dis, c'était juste un petit crayon. Une forme d'agression. Et les autres, n'ayant pas de patience, n'ayant pas de tolérance ou quoi que ce soit, ou étant un peu stressés par nature, ça prend pas plus qu'un tic de crayon pour agresser tout le monde. Mais dans un état où on est impatient, on est un peu irrité, on est un peu agressé, un peu agité, pensez-y, c'est très rare qu'on sorte des grandes formules de sagesse. Arrête! Il n'y a rien de sage là-dedans. Tu sais. Change de crayon. Peut-être un peu mieux. Mais souvent, on ne peut pas sortir des perles profondes quand on n'est pas dans un état qui va nous amener en fait dans l'inverse de cet état d'agressivité, qui va nous amener dans un état de silence, un état de paix, tout simplement. Un état d'être capable d'être introverti, où on est capable d'avoir un regard vers soi-même, de se sentir sans distorsion, d'avoir une tonalité, pour aller dans le monde musical, d'avoir une tonalité qui est harmonieuse. Et lorsqu'on s'éloigne de ça, ce qui prend très peu de choses, un clic de crayon, un mot que quelqu'un prononce qui vient, oups, changer la donne, une attitude surprise. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que ça t'ennuierait vraiment d'aller faire quelque chose? Non, ça ne me tente pas. Oh boy, ok. Ça aurait pu être dit différemment, mais juste le fait que ce soit dit comme ça peut déclencher en moi tout à coup une attitude d'impatience, de jugement, d'agressivité. Ça prend vraiment pas grand-chose. Tu es tranquille dans ta voiture, ok, tu as oublié que le feu était passé au vert, la personne derrière toi te klaxonne agressivement, ça y est, peut-être toute ta journée vient de changer, juste à cause d'un coup de klaxon. Ça prend pas grand-chose. Et pour moi, l'idée, c'est juste de dire, quand on se pose la question, quelle est ma relation avec la sagesse? Est-ce que la question n'est pas combien est-ce que je suis capable de baisser le volume de tous mes petits feux agressifs pour voir qu'est-ce qui se passe si j'établis cet état de silence, cet état de paix intérieure. Et dans mon expérience avec le Raja Yoga, je dirais que la sagesse, c'est deux approches. Il y a deux choses. Il y a créer un espace mental propice à cette façon de penser. La sagesse, c'est quoi? C'est une façon de penser qui se démarque de la non-sagesse. C'est quoi la non-sagesse? La bêtise, l'évidence, l'illusion, c'est le piège. Tu tombes dans le piège. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis on sort une formule ordinaire, évidente, et on perd la subtilité.
La sagesse, c'est ce qui va faire qu'on dit quelque chose, puis les gens disent « Ah, waouh, ok, ça, ouais. Là, tu viens de m'amener ailleurs. Là, tu viens de me faire voir les choses différemment. » Et ça vraiment crée une autre dimension. Mais pour être capable de faire ça, des fois, il y a un petit coup de magique. On sort des vieilles formules, puis elles marchent sur le coup. Mais la vraie sagesse, pour moi, elle n'est pas dans l'artifice de la formule. Je peux dire quelque chose de très profond, philosophiquement parlant, mais ça ne veut pas dire que ça vient vraiment d'une résonance de sagesse. C'est une belle formule. Il y en a plein de proverbes qu'on peut sortir. Ah, bah oui, c'est bon ça. On les voit beaucoup sur Facebook. 10 leçons du Dalai Lama. Ah, j'ai pas... Non, vous avez tous vu ça? Il y en a plein. Qu'est-ce qu'un enfant peut vous enseigner? Les 10 grandes leçons qu'un enfant vous enseigne. Ah, très bon. Tout ça, c'est de la sagesse. Mais c'est de la formule. C'est possiblement et très facilement du congelé. Tu sors ton petit morceau de sagesse congelé, tu le laisses dégeler micro-ondes, puis dis voilà ma sagesse. Ah, ça marche. Les formules. C'est une sagesse intellectuelle. La sagesse spirituelle, elle est fraîche. Elle vient du moment. Tu la prépares pas, tu la prémédites pas, la sagesse spirituelle. Elle vient de notre connexion avec le moment présent, qui est relié avec mon état de silence intérieur, mon état de perception intérieure, qui fait que je vois quelque chose dans le moment, qui vient pas d'une formule que je cite de quelqu'un ou d'ailleurs, mais ça vient d'une exclamation, je dirais, de ma relation avec le présent, et qui se traduit par une pensée dans laquelle chacun peut y retrouver une inspiration, un guide, une direction, une directive, un repère, un support. Puis dire, ah, j'aime ça. Et soi-même, nous-mêmes, on va trouver dans notre parole de sagesse, des fois, la même inspiration de dire, ah ça, il faudrait que je m'en souvienne. Parce qu'on sait que c'est un cadeau. Si je viens me dire tout de suite après, hey, je suis intelligent, hein, c'était profond, hein, mon affaire, je viens de tuer le sage en moi. Mon vieux sage, il est trop vieux. J'ai vraiment il est mort, mon vieux sage. Baisser le volume de tous ces feux qui irritent l'âme, c'est aussi baisser le feu de la colère, le feu de l'ego. Je, moi, c'est mon truc, je sais, j'ai lu, je connais, j'ai appris. Non, je sais rien, je suis une flamme, je suis une âme. Ok. De baisser le feu de la colère, de baisser le feu de l'ego, de baisser le feu des désirs, de baisser le feu de... Tous ces feux, on les baisse. Puis on va se rendre compte qu'il y a énormément de sagesse dans notre lecture des choses. Et tous les points que vous souleviez tout à l'heure, aider quelqu'un, sentir des émotions positives pour les autres, ne seront pas des attitudes d'effort. On ne va pas faire un effort pour faire ça. Mais la sagesse va nous dicter un comportement en lui donnant un sens, en lui disant pourquoi je fais ça. Juste faire quelque chose, c'est bien. Mais faire quelque chose de bien et savoir pourquoi, c'est encore mieux. Et ça, c'est la sagesse. De savoir le sens du bien. C'est ça la sagesse. Et quand on l'exprime, la sagesse n'est jamais une expression de la violence, du mal, de la négativité. La sagesse est toujours associée à quelque chose de bon, n'est-ce pas? C'est pas une personne en super colère qui dit les pires injures à quelqu'un. Personne ne va lui dire « Ah, il y a beaucoup de sagesse. » Non, en général, il n'y en a pas du tout là-dedans. Il y a de la colère, il y a de l'agression, il y a de l'agressivité. Sagesse est associée à une vertu, à quelque chose de bon. Alors pour moi, il y a deux choses. La sagesse, au départ, il y a créé un environnement mental qui va être favorable à l'expression d'une pensée nouvelle, d'une pensée vraie, d'une pensée qui est vraiment authentique, reliée à un regard sur le présent. Mais ça ne vient pas tout seul non plus comme ça, gratuitement. Et le deuxième élément, à mon avis, de la sagesse, vient de notre éducation spirituelle. Il y a une éducation
à suivre, un apprentissage. La sagesse vient d'un raffinement, d'une pensée philosophique, d'une compréhension. Je vous donne un exemple. La dame que certains ont vue, là, qui était ici tout à l'heure, a passé 3 jours avec nous, a donné des classes magistrales, fabuleuses. Ce matin, elle nous sort quelque chose de vraiment intéressant. Elle nous dit quelle est la différence entre un pouvoir, une qualité et une vertu. Oh boy, ok. C'est un jeu. Chacun peut s'amuser et dire ce que vous en pensez. Alors moi, tout de suite, mon petit hamster, il est parti. Là. Ah, il y a un pouvoir, vertu, qualité. Oups, là, je brasse ça comme une boîte de céréales. Et puis, on s'amuse. Chacun peut... Et moi, j'ai toujours cru qu'une vertu devenait pouvoir. Quand la vertu est assez puissante, à force de la mettre en pratique, ça devient un pouvoir. Peut-être pas faux, peut-être un peu sage, je ne sais pas. Personne ne détient la vérité absolue. Et elle nous arrive avec l'idée suivante. Elle dit, l'âme, l'énergie vitale, a cette capacité d'aller puiser dans une source infinie du pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir du yoga, le pouvoir de l'union, le pouvoir de la connexion. La blague, c'est toujours, si vous voulez savoir ce que c'est, vous mettez les doigts dans l'eau, puis après vous mettez les 2 doigts dans les petits trous dans le mur. Là. Vous savez, ce qu'on appelle une prise de courant. Vous avez déjà essayé ça? Bon, c'est bien, vous êtes sage, alors c'est bien. Mais il y a du courant qui passe. Et le courant, ça vient. Je ne sais pas si vous avez vu une image terrible. Du coup, je n'avais jamais pensé à ça. Je ne sais plus dans quel pays nordique, quelque part en Danemark ou Norvège. 3000 orignaux sont morts de la foudre. Puis, mais comment c'est possible? Ben, c'est parce qu'ils avaient peur. Ils étaient collés les uns aux autres. La foudre a frappé et le courant électrique s'est propagé dans 3000 orignaux. C'est quand même incroyable, ça. Et moi, j'en revenais pas. Je me disais, mais le courant, la force de la foudre qui est venue électrocuter autant d'animaux d'un seul coup. Et ça, l'âme, donc la partie vitale de nous, quand elle se connecte à l'infini, le divin, la nature, la force vitale qui nous entoure, ce que nous disait Mira, elle nous disait, ça amène dans l'âme du pouvoir. Et le pouvoir dans l'âme, un peu comme tu mets de la lumière dans une pièce, oups, tu vois. Tu enlèves la lumière, tu vois plus. Le pouvoir dans l'âme faisait naturellement ressortir de l'âme ses qualités intrinsèques. Puis elle dit les qualités de l'âme, puis là je répète juste des points d'information pour vous montrer le cheminement entre l'information et la sagesse. Donc là elle nous dit le pouvoir fait éveiller les qualités intrinsèques de l'âme, puis elle nous dit il y a 7 qualités intrinsèques de l'âme. Vas-y ma Mira, numéro 1. Tout le monde sortait ses petits cahiers, puis bon, bah vas-y. La paix. Je ne sais pas si je vais m'en souvenir. La paix, l'amour, la pureté, le pouvoir en tant que tel, la vérité, la miséricorde, et un 7e quelque part, la miséricorde. Félicité, exactement, merci. C'était le bonheur. Félicité. Puis elle dit, chacune de ces 7 qualités va nous permettre de faire ressortir des vertus qui sont connectées à ça. Elle disait par exemple, la vérité, on parle spirituel, là je ne parle pas Dieu existe ou pas, c'est la vérité ou pas, une vérité spirituelle. L'amour est bon, c'est une vérité spirituelle. Elle dit, la vérité va automatiquement engendrer l'honnêteté et l'humilité. Ça, c'est des valeurs connectées à ça. La miséricorde, comme qualité intrinsèque, va tout de suite faire ressortir la compassion. Puis elle dit, il y a 36 vertus principales. La première, non, je ne ferai pas je ferai pas la liste, par ordre alphabétique. Et elle dit, amusez-vous à y penser. Pouvoir, qualité, vertu. Ok, ça pour moi c'est de l'information spirituelle, qui est intéressant. Il y a plein de livres qui existent sur la sagesse, etc. En fait, c'est pas de la sagesse. Souvent, c'est
de l'information spirituelle. Moi, comme individu qui est très intéressé à apprendre, puis surtout à devenir ce que j'apprends, pour moi, vertu, qualité, pouvoir, dans cette équation-là, je me dis, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, elle nous a même donné un autre secret. Elle me dit, savez-vous ce qui anime une âme pour lui permettre de maintenir son pouvoir? Je dis, j'aimerais ça va. Puis elle me dit, il y a deux choses. Elle dit, il y a la foi et il y a la reconnaissance. Puis là, on est rendu dans une couche encore plus profonde, parce que c'est très technique dans le Raja Yoga. Puis là, elle dit, la foi se manifeste sur ding, 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 ding. La reconnaissance, c'est ding, 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 ding. La foi, ça se développe avec l'intellect. La reconnaissance, c'est avec le cœur. Un enfant qui reconnaît sa mère, il n'est pas en train de se dire, cheveux blonds, moi j'ai quoi, là? C'est-tu blond? Ouais, ça pourrait être ma mère. Non, l'enfant, il ne reconnaît pas sa mère intellectuellement. C'est avec le cœur. Il y a un lien qui se fait qui n'est pas intellectuel. Par contre, l'enfant va avoir foi dans ses parents après les connaître. Puis après, il pensait à 2 fois. Parce qu'il y a 2 parents, donc c'est 2 fois. D'accord? Il pense à 2 fois. Il a la foi dans ses parents. Et c'est intellectuel. Comme le jeu de mots que je viens de faire. Mais bon. Alors, dans ce sens-là, elle me dit ça ce matin. Alors moi, j'ai tout noté ça. Puis je me dis, ça, ce sont des très bons éléments spirituels. Parce que pour moi, ça me donne un nouveau regard sur une pratique qui est essentielle pour moi, qui vise à développer mes 36 vertus, mes 7 qualités, afin de devenir une âme puissante. Alors, la sagesse dans tout ça, selon moi, elle va probablement arriver peut-être dans 5 ans, si je pratique ça régulièrement pendant 5 ans. Parce que ce que je dis là, c'est pas de la sagesse. C'est de l'information spirituelle. Mais si je le pratique pendant 5 ans, quand je le dirai dans 5 ans, comme elle nous l'a dit ce matin, après l'avoir pratiqué pendant 50 ans, peut-être que dans 5 ans, quand je le dirai différemment. Et là, ça sortira avec sagesse, mais dans d'autres circonstances, sous une autre formule. Mais l'énergie sera là. Vous voyez, la formule ne sera plus la même. Je ne dirais pas 36, 7 et pouvoir. Je dirais autre chose. Ça sortira peut-être dans le sens où quelqu'un me dirait « j'arrive pas à le tolérer ». Puis je dirais peut-être que c'est un manque de miséricorde. Ça viendra de tout ça, mais ça viendra d'un vécu, ça viendra d'une expérience personnelle. Et quand on dit quelque chose à quelqu'un comme ça, là il y a de la sagesse. Et la personne ne va pas se souvenir d'un point de connaissance. La personne va simplement dire « ce que tu m'as dit, là, ça a changé ma façon de voir. » Moi, ça m'est déjà arrivé une fois d'entendre quelqu'un se plaindre constamment d'une autre personne. Et cette personne jouait, celle qui se plaignait beaucoup, aimait beaucoup promouvoir l'image qu'elle aime beaucoup les gens. Puis un jour, c'était plus fort que moi, elle n'arrêtait pas de se plaindre, puis je dis, tu l'aimes vraiment pas, elle? Non, je l'aime, mais elle a plein de défauts. Je dis, non, tu l'aimes pas. Et ça l'a tellement bouleversée, puis elle s'est mise en colère, elle m'a dit, pour qui tu te prends, puis comment tu peux me dire ça, etc., etc. Pour plus tard, des mois plus tard, venir me dire, tu sais, le jour où tu m'as dit que je l'aimais pas, là, puis que c'est pour ça que je la critiquais, j'y ai repensé à ton truc. Puis tu as vraiment raison. Puis ça a complètement changé comment je pense, comment je me voyais. Je pensais aimer les gens. Je me suis rendu compte que je les aime pas. Pas assez, ou pas bien, parce que je les critique sans arrêt. C'est pas aimer. Tu sais, il y en a qui, tu sais, la fameuse formule, je te frappe, mais c'est pour ton bien. Tu sais, on a dit que des parents, des fois, ils disaient, oui, maman était dure avec toi, mais c'est pour ton bien. Hein. Est-ce que c'était pour mon bien ou c'est parce que ça t'a fait du bien? Est-ce que c'est pas plutôt pour te soulager de ta colère? Ou est-ce que vraiment, intentionnellement, maman était toute paisible, puis essayait de pomper là pour dire, bon, là, il faut que je sois en colère pour lui faire du bien? Non, je pense pas que ça marche comme ça. C'est une formule qu'on dit. Tu sais, ok, j'ai été dur là, mais c'est pour ton bien, mon chéri.
Moi, j'achète plus cette formule. On me l'a donnée quand j'étais jeune. Aujourd'hui, comme adulte, je dis, je pense que je ferais effacer. Ça... Non, c'était pas la bonne formule. Cette formule ne venait pas d'une sagesse. C'est pas une grande vérité qu'être dur envers quelqu'un pour le bien de l'autre, ça marche. Non, on a prouvé que c'est plus vrai, ça. C'est pas une formule sage. Et le vrai sage va avoir vécu l'amour, va avoir vécu la tolérance, va avoir vécu l'acceptation, l'humilité. Et là, il va pouvoir un jour dire « Non, je t'ai pas assez aimé. C'est pour ça que j'ai pas réussi à t'aider, à te changer. » Ça, c'est vrai. Et c'était pas, au contraire, je t'ai crié dessus parce que je voulais te changer pour ton bien. Non. C'est vraiment subtil. Mais pour arriver à une vraie sagesse, d'après moi, c'est les deux effets qui doivent être combinés. Un, avoir digéré sur une longue période de temps une information qu'on a vraiment, à laquelle on a beaucoup réfléchi. Donc, on a plusieurs formules, on appelle ça souvent dans un jargon spirituel, c'est du barattage. C'est être capable de prendre du lait puis de le transformer en crème, en beurre, à force de prendre une idée puis de ne jamais penser qu'on a compris. De se dire, j'ai compris, je sais. Excusez-moi pour ceux qui auront cette idée dans les prochaines minutes. C'est généralement un signe d'ego. L'humilité dira toujours, j'aimerais ça savoir davantage. J'aimerais ça en savoir plus. J'aimerais ça apprendre davantage. Oui, j'ai appris beaucoup, mais il y a tellement plus à apprendre. J'ai cru savoir, mais tellement de fois, je me suis trompé en croyant être arrivé que on se pense être arrivé à la ligne d'arrivée, alors qu'en fait, c'est la ligne de départ. Puis on a tout faux, tu sais. Alors, les gens ne sont même pas partis sur le chemin qu'ils se pensent arriver. L'arrogance. Il y a plein d'histoires, des crapauds qui se pensaient plus gros, plein d'histoires d'arrogance. Notre ego est tellement omniprésent, est tellement destructeur de sagesse. Je pense personnellement que la plus grande sagesse vient quand on a dit à l'ego, tu peux partir à Miami, là, va-t'en en vacances, va te promener, je vais être seul pendant 2-3 jours. Essayez de vivre sans ego pendant 2-3 jours. L'ego étant, on s'entend, une forme d'arrogance émotive, intellectuelle, spirituelle, relationnelle, financière, érotique, plein d'ego. Hein. L'apparence physique, l'apparence intérieure, on est toujours... t'es debout devant ta nouvelle Jaguar, ça peut favoriser l'ego. Mettons qu'elle a une certaine tendance à améliorer l'ego. La Jaguar toute cabossée qui vient de se faire écraser, tu te mets debout à côté, ton ego est à peu près comme la Jaguar. Un petit peu écrasé. Puis tu as moins tendance à dire « Hey, c'est ma voiture ». Non, tu te gardes une petite gêne, tu te mets à côté de la Honda Civic à côté, puis tu restes tranquille. L'ego est associé à des tonnes de choses. Mais le plus agaçant chez l'ego, c'est quand il devient invisible. L'ego sous forme de colère, d'arrogance, de je, le complexe de supériorité, il est malodorant, il est très visible. L'ego subtil, je sais, j'ai compris. Non mais, il n'a pas compris. Non mais il faut lui expliquer. C'est de l'arrogance mentale. Lui, il est un petit peu agaçant. Et cet ego-là, on est sûr que lui, alors là, il est l'anti-sagesse par excellence. Et de le fermer, alors lui, ça c'est un peu compliqué. Déjà, fermer la colère, c'est compliqué, mais alors fermer l'ego, c'est le plus compliqué. Mais on peut le fermer si on a une envie profonde d'être humble. Et ma question, c'est souvent ce que je me pose à moi, c'est combien ai-je vraiment envie d'être humble? Combien est-ce que l'humilité m'attire vraiment? C'est passionnant. Quand on commence à vouloir l'humilité, je pense qu'on embarque sur un autre chemin. D'avoir envie d'être humble, de rechercher l'humilité, de se questionner constamment à dire, est-ce que c'était l'humilité, ça qui a parlé, ou l'ego? Jouer à ce jeu, des fois. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose, puis ça vous énerve, puis là vous dites, non, mais non, ça c'est inacceptable. Moi, je vous invite, faites une pause. Imaginez que votre salon est devenu la Cour suprême,
Puis faites venir 2 avocats. L'avocat de la défense, puis l'avocat de la couronne. Un est l'ego, l'autre est l'humilité. Puis dites à l'ego, parle, plaide ta cause. Puis écoutez l'ego, laissez parler l'ego. Dites-lui, tu as 10 minutes là, vas-y. Là. Dis ce que tu penses vraiment. Puis là, c'est pas joli ce qu'il va dire. Puis après, faites parler l'humilité. Puis des fois, il n'y a rien à dire. Tu sais pas faire parler l'humilité. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas très humble, quoi. Juste pour donner une idée de ce que c'est que de baisser le volume de tous ces irritants qui sont subtils. Et quand on a réussi à se créer un espace mental dans lequel on aime la paix, on aime être en paix, la paix intérieure, elle est magnifique. En ce moment, par exemple, j'ai une pensée qui est très technique parce que j'ai profité vraiment de l'été, moi, à ne rien faire à un moment donné. Mais vraiment, rien. J'aime beaucoup l'expression ne rien faire lentement. Ça, c'est vraiment paisible. Ne rien faire lentement, ça, c'est paisible. Ça, c'est très, très paisible. Petit inconvénient, quand tu retombes le lundi matin où on dit, bon, ben là, tu repars, c'est comme, oh, bon, là, c'est devenu, mais vraiment la liste, les courriels, les machins. Puis là, je me dis, oh, là, je fais quoi, là? Les extrêmes, c'est vraiment, tu fais rien lentement, puis là, tu fais... Et là, je me suis dit, ben, je suis capable de tout faire très vite. Pas de problème. Et là, ma nouvelle pensée, c'est je suis capable de faire 1000 choses en 30 secondes. Peut-être que c'est pas très sain, mais ça me permet en tout cas de faire 1000 choses en 30 secondes. Dans le sens de me dire, regarde, stresse pas. Tu es capable, tu peux faire plein de choses. Parce que je me dis, j'ai le pouvoir de le faire. Et je vous jure, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en ce moment, j'aime beaucoup ça parce que je me sens hyper paisible. Mais je fais 1000 choses en 30 secondes. Puis pour l'instant, je flotte pas mal là-dessus. Je me dis, wow, c'est génial. Et dès que je sens que je stresse en me disant, faut faire ça, je dis, non, stresse pas, tu fais 1000 choses en 30 secondes, pas de problème. On m'appelle, on me dit, peux-tu faire ça? Oui, pas de problème, je vais faire ça, ça ferait 1001 en 30 secondes, je peux faire. Mais c'est juste une pensée. C'est juste une façon de penser. Comme j'ai souvent dit, quand je me disais toujours avant, j'ai pas de temps, un jour, je me suis dit, et si je me disais autre chose? J'ai tout mon temps. Au départ, c'était pas vrai, mais c'est devenu vrai. C'est juste une façon de penser. Donc la sagesse, pour moi, c'est la combinaison de utiliser des points de connaissance, d'information spirituelle, de les utiliser, le plus d'y penser, d'y réfléchir, d'écrire, de faire sortir sa réflexion spirituelle, pas sa sagesse, de faire ressortir sa réflexion spirituelle. De l'articuler. Il faut qu'elle soit vivante, il faut que ça bouge là-dedans dans la tête. Puis il ne faut pas se contenter de ce qu'on sait. Dès qu'on sait quelque chose, c'est qu'on ne sait pas assez. Il faut en apprendre tout le temps, il faut toujours apprendre. Mira, elle nous disait, je l'ai vue, elle avait un peu de temps à Halifax, tout de suite son réflexe, elle a pris un livre, elle a dit, ça c'est un tel, c'est son dernier livre, puis elle s'est mise à lire. Il faut apprendre, il faut lire, il faut réfléchir, il faut écrire. On est des étudiants de la vie constamment. Il ne faut pas croire qu'on sait quoi que ce soit. Il faut réapprendre. Si on le sait, il faut le réapprendre. Parce qu'il y a une nouvelle version qui vient de sortir. Alors, cherchez, mettez-vous à jour sur les... Et quand on apprend, on pratique, on applique, si on crée un espace de silence, je pense que la combinaison des deux fait que notre lecture de la réalité, notre lecture du moment présent, va faire qu'on va sortir des idées où on va se dire, ok, ça c'est la sagesse qui a parlé. Et la sagesse qui parle cherche toujours à renforcer deux choses, le savoir et le silence. Et la sagesse va toujours m'amener, pas dans l'agitation, mais dans le silence et dans le savoir davantage. La sagesse va toujours m'inviter à en découvrir davantage, ce qui va faire que les gens vont dire « c'était bon ce que tu as dit. Ah ouais, ça m'inspire à apprendre. Ça m'inspire à appliquer davantage. » Mais ça me calme. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes stressé après, il y a peu de chances qu'il y ait de la sagesse là-dedans. Ça ne sera pas cohérent. Mais pensez-y, la sagesse calme. Ça rassure. Quand quelqu'un nous sort quelque chose, puis on dit ça c'est de la sagesse, tu te sens merci, ça me rassure, ça y est, ma pression vient de diminuer, mon stress vient de diminuer, parce que ça c'est bon. Moi j'étais mental. Mon père a corrigé ça à coup de bâton. J'en ai jamais voulu.
OK? Pierre a un art spécial. En philosophie, tu appelles ça le rebond. Je vais y penser. Et dans 5 ans, je te sors quelque chose de profond par rapport à ça. Mais c'est important, c'est bien d'avoir pardonné, quoi. Alors, sagesse, c'est tout ça. C'est intégrer tout ça. On médite là-dessus? Je vais juste poser une question. Quelle est la fonction de l'ego? Parce que l'ego ne peut pas être 100% mauvais. Il y a une raison pour laquelle on a un ego. Pour l'instinct de survie. C'est juste que je crois qu'à un moment donné, c'est il devient disproportionné. Puis au lieu d'être au service de l'âme, parce qu'on est incarné sur Terre, on a besoin d'un... Enfin, c'est mon idée, là. À un moment donné, il va essayer de prendre le dessus sur l'âme. C'est là que ça se met à dérailler. C'est ça. Ben écoute, ça sera un gros sujet sur l'ego, mais c'est un beau sujet parce que c'est le cœur même de tout ce qu'on appelle la réalisation de soi, se réaliser. L'ego est associé au soi, donc c'est le soi, mais ce qu'on définit souvent, c'est il y a un ego pur et un ego impur. L'ego, sa tâche, c'est de nous définir. Donc mon ego, c'est comment je me perçois. Et c'est pourquoi on va dire qu'un ego impur, un ego négatif, sera un attachement à une fausse identité. Donc l'ego qui va nous démolir, qui va nous faire du mal, c'est un ego qui s'attache à une identité éphémère, illusoire, temporaire, égoïste, dominante, manipulatrice, peu importe, mais qui n'est pas ma véritable identité intrinsèque de l'âme. Et c'est vrai ce que vous dites, quand l'ego prend le dessus sur l'âme, c'est-à-dire qu'il efface mon attachement à ma véritable identité, qui est l'âme. Et c'est pourquoi dans le Raja Yoga, quand on parle de renoncer à l'ego ou d'éliminer l'ego, ce qu'on veut, c'est faire ressortir son inverse, qui n'est pas seulement l'humilité, mais l'inverse de l'ego, pour nous, c'est le respect de soi, l'estime de soi. Donc la reconnaissance de mon véritable soi, qui est l'âme. Et donc l'ego spirituel, c'est de m'affirmer que je suis une âme, que je suis un être bon, que je suis un être de paix, que je suis un être d'amour. Et ça devient de l'ego positif. C'est-à-dire, je m'affirme que ma véritable identité, c'est ma nature originelle d'être une âme. L'ego négatif devient, moi je suis scientifique. Donc, excusez-moi, mais j'ai un gros diplôme, puis je connais des choses que vous ne connaissez pas, là. Ça devient un attachement à une fausse identité. Ou moi, je suis propriétaire du centre, je sais pas quoi, un grand complexe des jardins, whatever. Moi, je suis propriétaire. Puis, en fait, je suis propriétaire de tout le centre-ville, by the way. Là, mon ego vient de grossir encore plus. Mais le jour où je meurs, je suis plus propriétaire de tout centre-ville, by the way. Ni légalement, ni spirituellement, ni rien du tout. Je suis plus rien. Donc ça, c'est des faux attachements. Puis on blague souvent en disant, mettons, juste pour jouer, je ne joue pas à la politique, mais pendant un certain temps, il y avait un certain Bill Clinton, président des États-Unis. Wow, je suis président des États-Unis. Son ego était, je suis président des États-Unis. Hillary Clinton avait un autre ego. Mon mari est président des États-Unis. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, vous me voyez venir? Peut-être que dans quelques semaines, Hillary Clinton aura l'ego « je suis la première présidente femme des États-Unis » et Bill Clinton aura comme ego « ma femme, je suis le mari d'elle. » C'est subtil, mais c'est un attachement à une identité. Il n'est plus président. Mais là, il a une nouvelle carte qui est « je suis le mari de la présidente ». Il s'échange les cartes, quoi. Et je ne dis pas que c'est mauvais, c'est correct de dire « je suis président des États-Unis ». Mais si ça devient de l'arrogance, si ça devient de la manipulation, si ça devient un abus,
Et surtout, pour rejoindre ce que vous disiez, si ça m'éloigne de la paix que je ressens en étant conscient qu'en fait je ne suis pas ça du tout. C'est juste un jeu tout ça, c'est un rôle, c'est un passage sur planète Terre, sur une petite période de temps qui est à peu près microscopique dans l'infini éternelle existence de l'être et de la matière. Donc Bill Clinton, dans 3 milliards d'années, excusez-moi, mais on ne s'en souviendra pas beaucoup. Donc c'est un grain de sable sur une plage de plusieurs kilomètres. Alors là, ton ego, il en prend un petit coup. Puis tu remets les choses en perspective. Puis tu dis, non, je ne suis pas un président des États-Unis. Oui, ok, je joue le rôle, mais je suis un grain de sable sur la mer de l'éternité. Alléluia. Ok, là, je me sens beaucoup plus tranquille, moins de responsabilité. Je vais écouter le bruit de la mer. Puis ça se termine comme ça. Om Shanti. Je vois le temps qui passe. On va prendre le temps de méditer, un petit 10 minutes, et de vivre ça aussi ensemble. Donc, en étude, je vous propose certaines idées, vous les écoutez, vous les mélangez aux vôtres, vous faites votre petit mélange savant, votre potion spirituelle, et une goutte de sagesse surgira de tout ça. Alors, je prends le temps simplement de ralentir mes pensées. Imaginez que j'injecte dans mon esprit du silence, que je repose mon esprit dans une atmosphère de paix. Et je choisis mes pensées une à une. En ressentant cette dimension de silence entre chaque pensée. Je crée une pensée. Je ressens le silence. Et je crée une autre pensée. Et c'est comme si les pensées devenaient des vagues qui viennent s'échouer sur la plage de mon esprit. Et c'est comme si je reprenais le contrôle des vagues. Comme si avec la force de mon esprit, j'arrivais à ralentir le rythme des vagues, calmer cette mer devant moi, comme si je visualisais maintenant des vagues toutes douces qui viennent caresser le rivage. Très tendrement, une vague après l'autre. Et je choisis mes pensées. Je me dis que dans cet océan qui est face à moi, il y a des perles de sagesse. Et si je redonne à chaque vague le pouvoir du silence, il arrive parfois qu'une vague vienne déposer sur la plage une perle de sagesse. Si je laisse la vague qui me dit que je suis une âme en paix venir sur la plage de mon esprit,
J'écoute cette pensée qui revient vers moi sans cesse. Je suis une âme en paix. Je suis une âme en paix. Je suis une âme en paix. Je reconnais le pouvoir de mon esprit. Et qu'il ne dépend que de moi de recréer la paix sur cette plage et dans le rythme des vagues de chaque pensée. Et même si tout au long de la journée, la plage de mon esprit était occupée avec des vagues plus rapides, plus fortes. Dès que je le souhaite, avec la force de mon esprit, je peux recréer cette image d'une plage en paix, tranquille, et avec beaucoup d'amour, j'arrive à calmer la mer de mes pensées. Non pas par la force, mais par la douceur. C'est comme si je laissais partir toutes mes formes de colère, toutes les épines de l'ego. Tous les tourbillons des désirs ou du jugement. Je laisse tout ça partir. Je me retrouve seul avec ma paix. Et toutes mes pensées deviennent l'expression de la paix. J'accepte les autres en paix. Je regarde les autres avec un regard de paix. Je partage mes pensées en paix. Et je vois combien cette mer de paix me procure un bien-être très profond. Que lorsque mes pensées sont calmes, sereines, pures, paisibles, toute la plage de mon esprit devient une plage dorée, brillante, chaude, réconfortante. Et cette relation entre mon esprit et mes pensées, cette harmonie entre
la plage et les vagues. Me donne envie d'aller encore plus loin. De développer encore plus mon esprit pour être capable de retrouver cette paix dès que je le veux. Et même si la mer devient très agitée, je sais que je pourrais l'apaiser de nouveau, la rendre calme, avec douceur, avec sagesse. Ok, alors, ça va, tout le monde a les pieds dans le sable? Oui. Des fois, il y a des images qui viennent comme ça, très vivantes. Alors, en vous souhaitant eh bien, qu'une mer de sagesse vous berce jusqu'à notre prochaine rencontre. Une bonne semaine, un gros chantier. Plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonsoir.